on y va. Alors, on va faire quand même des halachot de Shabbat. Halachot de Shabbat. On va faire des halachot concernant la cuisson. Le travail, un des travaux essentiels, rentre sur les 39 travaux, c'est le travail de cuisiner. Bon, à part, parmi tous les travaux qu'il y a, c'est pratiquement le seul qui reste. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui coud, qui c'est qui va écrire, qui c'est qui va labourer, qui c'est qui va semer. Les travaux qui restent, c'est cuisiner, voyager dans le domaine public, pour les gens qui n'ont pas de verrou. Les travaux sont de moins en moins fréquents, quoi. D'accord ? À l'époque, les gens, ils habitaient dans une pièce. Donc, dans leur même pièce, ils avaient la machine à coudre qui restait. Donc, si tu ne l'avais pas couverte, tu risquais de coudre, de faire un petit point. Ils n'avaient pas de place pour mettre les stylos, donc c'était sur la table, etc., etc. Mais les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas de charrue à la maison. Ils n'ont plus... la machine à coudre, elle est bien fermée avant Shabbat. Si on a encore des gens qui font encore la couture à la machine à coudre. Madame Singer. Donc on voit bien que le travail, un des travaux qui reste encore, c'est le travail de cuisiner. Alors dans cuisiner, on va voir deux cas très fréquents. Le café. Ouais, cuisiner, faire du café. Oui, ça. Alors, il y a une machloquette, une discussion chez les Rishonim. Les Rishonim, c'est depuis Rashi jusqu'au Shulchan Aruch. De 1100 à 1600. 1100 à 1600, ça s'appelle les Rishonim. Oui. Là-dedans, dans ces gens-là, il y a une discussion fondamentale. Il y a des Rishonim qui disent, quand la Torah elle dit cuire, ça comprend cuire à l'eau, cuire à l'huile, cuire au four et torréfier. Torréfier, c'est-à-dire je prends une plaque brûlante, je mets des cacahuètes ou du café. Le café, il est vert. Le café, il n'est pas noir. Le café, il est vert, ouais. Après, quand vous le torréfiez, il devient noir. Comme les fruits. D'accord ? Donc, il y a des Rishonim qui disent, quand la Torah, elle dit bichoul, bichoul, ça ne veut pas dire à l'eau d'Afka. Ça veut dire tout. Dès que tu fais au four, à l'eau, à l'huile, frire. Nous, on dit cuisiner au four. En hébreu, on dit les fautes. Bichoul, c'est à l'eau. Frire, c'est tigoun. Et torréfier, c'est liklot. Klaya. Donc il y a des Rishonim qui disent peu importe. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Et il y en a d'autres qui disent non. Cuisiner, c'est une chose. Donc les autres formules, c'est un autre travail. Donc il y a une marloquette. L'exemple type qu'on voit aujourd'hui, c'est le café. Faire du café Shabbat. D'après le Shulchan Aruch, lui va d'après les Rishonim qui disent que c'est tout pareil. Donc il dit, le café a été torréfié. Il y a eu Kliya. Maintenant, tu mets de l'eau dedans, ça ne change rien. Tu fais cuire à l'eau maintenant, après avoir fait cuire à la plaque, pareil. Donc, un bichoul, un bichoul. Il n'y a pas de bichoul après cuisson. Mais il y a un Rishon, très connu,
et qui, lui, dit, ah, pas du tout, pas du tout. Cuire, chaque méthode de cuisson, elle change. Et il amène pour preuve que dans le Beth Amikdash, on prenait la semoule et on faisait des boulettes à l'huile. Et on mangeait ça. Ou on mangeait ça, ou le Kohen offrait ça tous les jours. Ça s'appelait des menachot. Menachot, tu prends de la semoule. La semoule de quoi? De la semoule de farine, de la semoule de blé. Et tu fais une boulette, voilà, c'est une solette. Solette en hébreu moderne, ça veut dire la semoule. Semoule en hébreu, c'est solette. En hébreu moderne, c'est solette. Mais dans l'hébreu biblique, solette, c'est la fine fleur de farine. Oui. Oui. C'est le meilleur de la farine. Tu prends la farine, tu fais une boulette avec, et tu... à l'huile, tu macères avec de l'huile d'olive, et tu jettes dans l'huile. Tipo tortilla. D'accord? Bekitso, lui, il dit, si tu fais à l'eau, si après, est-ce que le Kohen, il a le droit après, les gens qui vont faire ça, ils emmènent ça à la maison, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça à l'eau maintenant? Faire bouillir. Ils vont faire des kneidler dans la soupe. Ou est-ce qu'ils ont le droit de le mettre au four? Alors on voit bien qu'il y a une discussion, si ça s'appelle, c'est la même recette. Ça change le goût, ça change la chose. Quand vous faites un beignet à l'huile, ça n'a pas le même goût que si vous l'avez fait bouillir. Donc lui, il dit, il s'appelle Rabbi Eliezer de Metz. C'était après Rashi, et lui, il innove ça. Waouh! Les 4 façons qu'on a sont une différente de l'autre. Et donc pour lui, il y a cuisson après torréfaction, il y a cuisson au four après cuisson à l'eau. Chaque chose, c'est une nouvelle opération, donc c'est interdit. Alors que le Shulchan Aruch, avec ses sources, il dit non, tout est pareil. Tu as compris? Donc, automatiquement, il y a une conséquence halachique. Parce que d'après le Shulchan Aruch, vous prenez du café turc. On parle du café turc. Il est torréfié. Qu'est-ce que vous faites Shabbat? Eh bien, il te dira, le Shulchan Aruch, tu mets le café et tu mets l'eau. Puisque torréfié ou cuire à l'eau, autant d'abord. Alors que le Rabbi Eliezer de Metz, il dit pas pitom. Tu n'as pas le droit. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau et la torréfaction, c'est un autre travail. Alors maintenant, donc il y a une marloquette. Il y en a qui veulent dire séfarade ashkénaz. En vérité, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des séfarades qui font attention. Bien que dans la tradition générale, ils ne faisaient pas attention. Ils faisaient le café sur le finjen, comme ils disent les Arabes. C'est la truc comme ça, avec la grande lance comme ça. Et ils avaient le café chaud, donc il restait chaud. Ils se servaient comme ça. Et après, quel plata? Il n'y avait pas de plata à l'époque. C'était le canoun. Ils avaient un canoun avec du charbon. Ils mettaient... Non, c'est pas un petit four. C'est une cuvette. Un brasero, comme un brasero. Brasero, bravo. Samovar, brasero. Canoun, c'est en araméen. Le mot est resté. Vous avez un grand kéli en cuivre ou en... À l'époque, c'était en cuivre, parce que ça ne rouille pas. Ils mettaient des charbons, ils faisaient chauffer ça, charbon ardent, charbon brûlant. Et ils mettaient dessus le plat chaud, le café, ils mettaient tout. Mais c'était pas à Shabbat. Hein? Pas à Shabbat.
Justement, si c'est déjà cuit ou pas cuit, vous voyez, des fois ça ne faisait que conserver la chaleur, des fois ça cuisait. Donc Bekitsour, Il y avait du feu. Il touchait pas le fil, je crois. les gens qui sont, C'est les camions qui ont placé. les gens qui ne veulent pas se casser la tête, ils ont le droit de faire Comme le directement, mettre de l'eau brûlante sur du café brûlant. sec, torréfié, quoi. Café noir, quoi, turc. Maintenant, les marmirim, les gens qui sont rigoureux, ils vont dire « Ah non, il faut faire attention à Rabbi Eliezer de Metz. Donc je ne permettrai pas Et à quelle époque de faire ça. » Pardon? À quelle époque ça. Le Rabbi Eliezer de Metz, il vivait juste après Rachi. Il vivait un peu après Rachi, donc c'est très vieux. Donc Bekitsour, maintenant vient comme vous avez suggéré, il y a une autre, comment on dit, une autre marloquette qui est récente cette fois-ci. La Gemara, elle dit, la seule chose qui cuit, c'est ce qu'on appelle le kli rishon. C'est-à-dire, ou un récipient qui est sur le feu, ou un récipient qui vient à peine de sortir du feu. Ça s'appelle kli rishon. D'accord? Mais si je passe d'un kli rishon dans un deuxième keli, la Gemara elle dit kli sheni et non mevachel. Parce qu'au contraire, il perd de la chaleur. La chaleur, ça se perd. Hein. Même en été, quand il fait chaud, le kli rishon, il donne de la chaleur. Le kli sheni, il perd sa chaleur. D'accord? Maintenant, il y a une marloquette sur cette phrase-là. Est-ce que kli rishon cuit ou kli rishon ne cuit pas? Kli sheni ne cuit pas. Hein? Kli sheni ne cuit pas. Kli sheni et non mevachel. C'est un klal. Le Rav Naé, dans nos générations à nous, il y a eu deux grands décisionnaires qui se tirent dans les pattes, comme on dit. C'est le Rav Naé et le Chazon Ish. Ils étaient contemporains. Ils vivaient entre les deux guerres. Ils sont morts d'ailleurs tous les deux après la deuxième guerre, dans les années 50. Et tous les deux, ils étaient en marloquette sur énormément de sujets. Sur les mesures d'un verre, combien c'est révite, combien c'est kazaïd, combien c'est le diamètre d'un mikvé. Dans un mikvé, vous avez de l'eau de robinet et vous avez de l'eau de source. Donc, pour éviter de salir l'eau de source, on a un autre puits, un autre bassin, où il y a de l'eau de robinet. Et on fait passer l'eau, on fait un tronc entre les deux, et on dit, ben voilà, l'eau de robinet, elle est en vérité concomitante, elle est collée à l'eau de source, puisqu'il y a un trou. Et alors, évidemment, on demande combien il doit faire ce trou. C'est pas un trou d'une aiguille. Alors, évidemment, quand, après la guerre comment on appelle ça, la guerre contre l'Égypte, ils ont découvert à Masada, ils ont découvert tous les sites archéologiques de Masada, et il y avait un mikvé là-bas. Plusieurs mikvés il y avait. C'est grand. Et ils ont dit, waouh, le trou qu'il y avait là-bas, c'était comme Rav Naé. Bravo, Rav Naé, il a raison. D'accord? Maintenant, après la guerre des 6 jours, quand ils ont découvert la vieille ville, il y avait des mikvaot datant des Romains, etc. Et là-bas, c'était le trou comme Chazon Ish. donc on voyait déjà que depuis la nuit des temps, cette marloquette, elle existait déjà. D'accord? Alors, le Rav Naé, lui, dit, moi, je ne connais rien d'autre. La Gemara, elle a dit,
Kli sheni eno mevachel. Point final. Kli sheni ne cuit pas. Le Chazon Ish, il dit, mais non, ma pitom, ils parlaient de leur kelim à eux, mais aujourd'hui, quand on a le Pyrex, le Duralex, des kelim qui conservent la chaleur. C'est pas comme les kelim à eux qui perdaient la chaleur. Lui, le Chazon Ish, il dit non, jusqu'à 3-4, ça conserve la chaleur. Donc les Chazon Ishtiques, que Dieu les bénisse, si vous faites un café Shabbat, c'est de la flotte. C'est dégueulasse, que Dieu me pardonne. Pourquoi? Parce que ils prennent Keli Rishon, ils prennent Kli Sheni. Kli Sheni, Kli Revi, Kli Shlishi. Après, comme ils ont peur de colorer, parce qu'il y a encore un problème de colorer l'eau, donc ils vous font Kli Revi. Donc quand vous essayez de... Faites-vous un café turc. Faites-vous un café turc. D'abord, tous les grains restent en haut, puisqu'il n'y a aucune force. Donc c'est dégoûtant. Mais il y en a pour qui la Torah, c'est se faire souffrir. Alors, donc les gens comme ça, carrés, Les Alsaciens. Ils vont dire, il y a écrit Kli Sheni eno mevachel, c'est tout. Peu importe si c'est un Kli formidable, en Pyrex qui conserve bien la chaleur. Ça ne cuit pas. Moi, je le fais tous les Shabbats, d'accord? Je fais ici le matin un Kli Rishon. Vous mettez l'eau bouillante sur le café, tout de suite, ça devient noir, ça devient, les grains tombent, immédiatement. Le Kli Sheni, je fais ça à Shabbat, donc je prends l'eau dans un Kli Sheni, et je mets le café. Oui. D'accord? Et je remue vite. Attendez, j'ai pas compris là comment faire. Vous avez... Je prends j'ai mon koum-koum. Voilà, koum-koum. D'eau brûlante. Voilà. D'accord? Kli Rishon. Que ce soit électrique ou sur la plaque ou sur le feu, on nous appelle Kli Rishon. Ça continuera la chaleur. Alors. Je prends mon verre. Oui. Je verse dans mon verre. Je verse dans mon verre de l'eau. Mon verre, il s'appelle quoi? Kli Sheni. Maintenant, vite, avant que... Donc moi, comme je suis prévoyant, je prends d'abord la cuillère de café ou la part de café, et dès que j'ai sorti l'eau du koum-koum, je verse tout de suite, et vite je remue. Ah oui, pour ne pas mettre le café avant, sinon ça risque de cuire. Ah oui, puisqu'on a dit si on est mahmir comme le Rav Vaille. Donc quand vous faites comme ça, eh ben je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec un vrai café Kli Rishon. Ah, évidemment. Donc ça veut dire que c'est bien que le Kli Sheni ne cuit pas. Ouais. S'il cuisait, eh ben vous auriez la même force quand vous mettez le café dans l'eau, il aurait la même réaction que le café où on met de l'eau. Et on va non. Pas du tout. Vous mettez l'eau et après le café, c'est pas comme on Voilà, je mets l'eau et le café. Mais je fais très vite, parce que sinon, le Kli Sheni ne cuisant pas chaque instance, il perd. Donc si vous traînez, il devient tiédasse. Il perd sa chaleur. Si on mettait le café et l'eau après, ça va pas là. Non, ça cuit. Non, ça va d'après le Shulchan Aruch, qui lui dit qu'il n'y a aucune différence entre Vous parlez du café turc. café turc. Vous avez compris? Donc c'est la première. Je me demande si c'est la première. si c'est meilleur comme il fait. C'est la première Cliché, parce que. application. Deuxième application qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle les shkede marak. C'est quoi ça? Les petits carrés pâteux là, que les enfants ils adorent ça dans la soupe. Dans la soupe, oui. Ils adorent ça les enfants. Voilà. Donc il y a des gens qui adorent les shkede marak dans la soupe. Maintenant, donc les gens mahmirim, ils vous disent
ça va cuire puisque c'est grillé au four ou alors cuit au... À l'huile. Pas à l'eau, à l'huile. Ou à l'huile ou au four. Donc maintenant dans l'eau, problème. Alors il y en a qui disent... Alors il y a les marmirim, donc, les chazonishtik, qui te disent non seulement... Parce qu'en règle générale, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent de la soupe dans l'assiette. Au mieux. C'est déjà le kéli. C'est déjà klisheni. Bah oui. Quand c'est pas dans klishlishi, quand c'est pas Parce que la louche aussi. de la casserole. marmite À la soupière. à la soupière et la soupière à l'assiette, ça fait des fois 3, ou en tous les cas, ça peut faire 2. Si vous prenez de la marmite directement dans l'assiette, ça fait 2. Donc, d'après ce que j'ai dit, ça change rien, puisque ça ne cuit pas. Même si c'est chaud, même si votre soupe elle est très chaude. Mais on a dit, ça s'évapore, ça refroidit. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'être rigoureux, de faire attention à klishlishi, puisque le klisheni ne cuit pas. Mais il y en a qui disent non, ça cuit, etc. etc. On a toujours la même marloquette razoniche Ravnae. Et donc il y en a qui disent non, il faut klishlishi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, le Badat et le Rav Lando? Ils ont décidé, vous savez quoi? On va faire à l'eau. À l'eau? Donc ils font un passage pré-cuit à l'eau. Pré-cuit à l'eau. Avant de mettre à l'huile. Ça fait que, comme ça a été cuit à l'eau, que j'ai fait après un truc intermédiaire, c'est pas grave, puisque quand je le remets à l'eau, c'est l'eau. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent faire des robots. En fait, d'après la halakha pure, ça suffirait, même si c'est fait au four ou à l'huile, peu importe, dans le klisheni, de toute façon, ça ne cuira pas. Mais on a le droit de tremper. La preuve qui confirme un peu le Rav Naé, c'est que vous voyez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand vous mettez même le café tout de suite dans le klisheni, ça n'a aucun rapport avec si vous saviez verser le kli rishon dessus. Ça veut donc bien dire que le klisheni ne cuit pas. Et donc quand les gens de Bnebra qui vous invitent à boire un café, dites non merci, je préfère un verre d'eau. Je préfère un verre d'eau. Le soluble c'est un autre problème, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. On ne peut pas faire plaisir, on peut pas rentrer dans tous les détails. La halakha, ça doit se consommer à petite dose, sinon son bruit n'est pas un saut. Voilà. Le thé, j'ai un problème, parce que mon mari m'a dit que les clés chenilles. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau. Je verse l'eau Dans un verre. Non, il y a mon thé déjà là. Non, le thé c'est autre chose, pour ça je ne veux pas rentrer là-dedans, on va rentrer dans... Moi, comme ça, c'est Shabbat, je peux faire un... Le thé c'est un autre problème, le thé c'est pas du tout... C'est pas du tout un problème de comment on appelle ça? De cuit sur une plaque, etc. Ça s'appelle le thé, il a un problème de ce qu'on appelle kalé abichoul. Les choses qui se cuisent très facilement. Les choses qui se cuisent très facilement. Là, même klisheni cuira. Klishlishi cuira. Donc, en règle générale, kalé abichoul, ça cuit n'importe quoi très vite. Oui, mais c'est ce qu'on appelle kalé abichoul, les choses qui se cuisent tout de suite. On apprend ça de l'anchois. L'anchois, il est très salé. Vous le mettez à peine dans l'eau tiède ou à l'eau froide, ça enlève le sel. Ça y est, c'est bon manger. Ça s'appelle kalé abichoul. Des choses faciles à cuire. Là, on est très marmire. Très marmire. Et l'exemple typique, c'est le thé. Maintenant, les thés modernes qui vendent, Rubin et compagnie,
ils sont en général pré-cuits. Les sachetés? Ouais, ils sont pré-cuits. Ils sont pré-cuits pour justement faciliter la vie des gens. Donc comme on facilite la vie des gens, donc vous pouvez faire, vous prenez dans un cli chéni, vous mettez dedans. Le sachet. Le sachet? Le sachet, alors bien sûr, quoi, dans le carton. Le carton, c'est pas. Moi, je fais que les chichis parce que On fait que les chichis parce qu'on ne sait pas si c'est pré-cuit ou pas pré-cuit. Qui fait pré-cuit? Quel febra et ce febra? Il faut vérifier en général c'est pré-cuit. C'est écrit? Et ça devrait être écrit, voilà. Les marques doivent écrire si c'est. Parce qu'il y a des fois du thé soluble. Vous avez compris? C'est comme s'ils avaient fait une espèce d'essence de thé, quoi. Ouais. Ils l'avaient fait en. Le thé soluble, tu sais, Maintenant, le problème d'enlever le truc, ça c'est déjà secondaire. Je vous remercie de votre attention sur la halakha. Il est 8 heures, donc on fait la paracha. Alors, donc cette semaine, C'est bizarre. tout le monde va lire la paracha Tetzavé. Que ce soit les gens qui font Purim 3 jours ou les gens qui font Purim 1 jour. D'accord? Tout le monde va lire la paracha Tetzavé. Tetzavé, elle fait suite à Trouma. Trouma, c'était la paracha du Mishkan, c'est-à-dire le bâtiment lui-même, plus les kelim, les différents ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Maintenant, on va parler des habits. Des habits du Kohen Gadol et les habits des Kohanim simples. Le Kohen simple, il a 4 habits. La chemise longue, le pantalon, c'est une espèce de caleçon, quoi. C'est pas un pantalon, c'est un caleçon. Le tarbouche autour de la tête et la ceinture. 4 habits. Alors que le Kohen Gadol, il a l'éphod. Il a comme le pape. Le pape a repris ça. Il a repris le même truc. Ouais. Comme Achashverosh, il avait les habits qu'ils avaient pris du Kohen Gadol, et il s'est habillé en Kohen Gadol. Il leur a dit à tous, voilà, c'est fini. Il n'y aura pas de Beth Amikdash, il n'y aura pas de Géoula. C'est moi le Kohen Gadol maintenant. C'est moi je remplace tout. D'accord? Donc, quels sont les 4 habits du Kohen Gadol? C'est quoi? La tunique. Il a d'abord l'éphod, comme vous dites. Koutnet d'abord. Nasaïm, Koutnet. Non, Nasaïm, c'est tout le monde. Oui. Il y a 4 habits en plus. Ah oui. Le éphod, comme dit Rashi, il dit c'est un tablier. C'est un tablier. Et il dit comme portent les femmes qui ont le. Il dit mon cœur me dit, Rachid dit mon cœur me dit, Libi Omer. Oui, c'est joli. Oui. Mon cœur me dit que c'est comme le pourcin que portent les femmes quand elles vont à cheval. D'accord? Oui, j'ai vu ça. Après, il avait les pierres. Les pierres, bravo. Les tasses, ou je sais pas comment on appelle Le ça. Choshen, Mishpat. Après, il avait comment on l'appelait? le tzitz. Le tzitz en or, sur le front, qui annulait les fautes. D'accord? Et le quoi? Mais il avait aussi. Et il avait une tiare que n'avaient pas les autres Kohanim. Comment on l'appelait la tiare déjà? Mitznefet. Oui. Il avait un chapeau différent des autres. Bon, Bekitso, quelle relation il y a entre Parashat Trouma et Parashat Tetzavé? On dit que la Parashat Trouma, ça correspond à quoi? Ça correspond au mur et au kelim. Ça correspond chez l'individu aux forces makifim,
les forces makifim, c'est-à-dire ce qui entoure la personne. Ce qui entoure la personne, c'est-à-dire, qu'est-ce qui entoure la personne? Eh bien, il y a deux forces qui entourent la personne, c'est la volonté et le plaisir. Ratson, ta'anoug. Tout individu, si vous dites ça à des Lituaniens, ils vont tirer une balle ils vont vous tirer une balle dans la tête. Vous dites quel est le maximum de l'être humain. Alors il va te dire l'annulation à Dieu, la misvote, blablabla. Faux. La force la plus élevée chez l'homme, c'est le plaisir. Le ta'anoug. Dès qu'un bébé est né, qu'est-ce qu'il fait? Il tète sa mère. C'est pas pour faire plaisir au docteur. C'est parce qu'il veut bien manger. Toute la vie d'un individu, femme, homme, juif, goy, noir, ougandais ou uruguayen, c'est le ta'anoug. Et comme dit la chassidoute, le contraire du ta'anoug, on se sauve. Dès qu'une chose va me faire le contraire du plaisir, donc va me faire souffrir, tsar, la souffrance, je me sauve. C'est le contraire alors que le ta'anoug, je veux aller vers ça. Tout ce qui m'apporterait du ta'anoug, yallah, je cours après ça. D'accord? Ça, c'est la force makif de tout être humain. Cette force makif de tout être humain, elle entraîne, pour qu'il y ait application du ta'anoug, il faut qu'il y ait ratson. Le chocolat, j'ai envie de chocolat, j'ai un ta'anoug de chocolat, je vais aller à la Macolette acheter du chocolat. Vous savez, comme la volonté, c'est la fille du ta'anoug. Pour pouvoir assouvir mon plaisir, il faut que j'ai la volonté. Si j'ai envie de chocolat, ouais, j'ai pas envie de sortir, il fait froid, t'as pas vraiment envie. Si j'avais vraiment envie, tu aurais mis 3 manteaux et tu aurais couru jusqu'à Tel Aviv. Mais comme tu n'as pas vraiment envie, donc tu n'as pas vraiment de ratson. Le ratson, il dépend du ta'anoug. S'il n'y a pas de ta'anoug, il n'y a pas de ratson. Quelqu'un qui vous dit « Je suis mort d'envie d'étudier la Torah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le... Et puis la lumière n'est pas bien, j'ai pas de lunettes. C'est que j'ai pas envie. Si tu avais une vraie envie, tu aurais du ratson. Donc la parashat Trouma, elle te dit, elle est keneged, elle est vis-à-vis de ces deux mouvements de ta'anoug et ratson, de plaisir qui entraîne la volonté. Alors que la parashat Tetzavé, ça parle des habits. Or, les habits, ils sont différents chez chacun. Quand les Kohanim, ils arrivaient au Beth Amikdash, ils venaient pas avec leur paquet, on leur prêtait pour le temps du travail, comme à l'armée. On leur prêtait les habits de travail. Un gros, on lui donnait pas du taille fillette. Un gros, on lui donnait une grosse chemise, un gros pantalon. Un maigre, on lui donnait... C'est comme dans le judo. Au judo, vous avez ça. Donc, chacun, il avait des habits à sa taille. On ne va pas mettre des habits... Vous savez comment c'est. Si vous mettez un manteau trop long, trop large, ou un manteau trop étriqué, vous n'osez pas sortir. Je suis vu. Oh, je suis pas bon. Oh là. Ou un pantalon trop court. Donc chacun, en général, il met les habits de sa taille. Ça s'appelle midot. Alors c'est ça la différence entre Trouma et Tetzavé. Trouma, c'est valable pour tout le monde.
Ta'anoug et Ratson, c'est valable chez tous les êtres humains de la même façon. Il y a pas, vous n'allez pas voir, sous prétexte que c'est un noir d'Afrique, il a moins de Ta'anoug et Ratson que le Yankee du Texas. Mais non, tous les êtres humains, ils ont le même Ta'anoug et le même Ratson. Maintenant, c'est effectivement en fonction... Du travail. Non, pas du tout, pas du travail du tout. C'est en fonction de la maison dans laquelle il est né. S'il a été habitué à manger du riz complet, il aura un ta'anoug de manger du riz complet. Celui qui a été habitué à manger du couscous, ben il dira, je ne veux pas le riz complet, moi je veux du couscous. L'Américain, il dira, ah, moi sans hamburger, je n'existe pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le ta'anoug et le ratson, ils seront calqués d'après le chinour, d'après les habitudes. Vous voyez bien très bien que les gens, ils ont des ta'anougim et des ratsonot en fonction de la civilisation dans laquelle ils vivent. En Occident, on est formaté pour aimer l'argent, aimer la situation, devenir avocat, devenir médecin, pouvoir parler à la radio du corona. Je suis spécialiste. J'y comprends rien, mais je dois quand même ouvrir ma bouche parce que je suis quand même docteur. Je vais quand même pas me la fermer. En Occident, c'est honteux de dire je ne sais pas. C'est honteux. Ne pas savoir, c'est dire allez. Va. Et donc il faut savoir. Même quand on ne sait rien, il faut savoir. C'est là. Donc malheureusement, les familles entières sont formatées pour avoir les ta'anougim et les ratsonot classiques. Recherche l'avenir, la carrière, rendre l'argent, rendre le... Pardon? Un bon mari. Tout est... Riche. Alors qu'en Afrique, par exemple. C'est quoi le ratson et le ta'anoug en Afrique? C'est de survivre. Pas mourir. Pas mourir de la guerre, des coups de couteau, d'avoir au moins de quoi, d'avoir au moins un bol de millet, de maïs. Donc chaque civilisation, elle a ses ta'anougim et ses ratsonot. Mais tout le monde est basé sur... Mais tout le monde a ta'anougim et ratsonot. Alors que Tetzavé, c'est midot. Mitzot, voilà, c'est chitzoni. Ça correspond à... Il y a deux façons. Où on dit... Ça correspond aux 3 degrés de la neshama. Neshama, ruach, nefesh. C'est les niveaux de l'âme que l'on ressent. On peut ressentir ça dans la vie. Nefesh, ruach, neshama. Chaya Yechida, c'est déjà en dehors. Donc, où c'est ce degré-là de Nefesh, Ruach, Neshama? Donc, tout le monde, dès qu'il est né, chaque individu sur Terre, juif ou goy, homme ou femme, il a le Nefesh. Il a un Nefesh. Nefesh, c'est quoi? C'est ressentir les choses de base, quoi. Je sens qu'il fait froid, qu'il fait chaud. Par contre, c'est bon, c'est mauvais, il est gentil, il n'est pas gentil. Ça, c'est nefesh. Ah, ça, c'est nefesh. Ouais. Rouar, c'est quoi? C'est l'esprit. Le rouar, c'est déjà la sensibilité de s'élever au-dessus. Non, sans blidat, sans rien à voir. Je m'élève au-dessus de mon nefesh. Donc, c'est grâce à la prière, à la philosophie, à l'étude. J'accède aux dates. J'accède au ruach. Et après, il y a Neshama. Alors ça, c'est déjà une madrigade proche de la prophétie. C'est-à-dire la connaissance lointaine, et très très lointaine dans l'espace, lointaine dans le temps, lointaine dans la profondeur. Ça, c'est Neshama. Ça, c'est une première façon de considérer les habits, les 4 habits ou les 8 habits du Kohen Gadol. Mais il y a une autre façon qui est beaucoup plus classique. Dans la Kabbalah et la Chassidut, on appelle la pensée, la parole et l'action
les levushim. On appelle ça les habits du nefesh. C'est quoi les paroles? La parole, la pensée. Pensée, parole, action. Machashava, dibur, ou maaseh. Ce qui correspond en fait à nefesh ou à neshama, c'est vrai. C'est une autre façon de voir la chose. Nefesh ou neshama ou maaseh, dibur, machashava. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande? On voit bien que la parashat Trouma, on n'est pas les Kohanim ou les Israélites, ils n'étaient pas passibles de mort sur les Kélim. Sur les Kélim du Beth Amikdash. Si la menorah n'est pas bien faite, eh ben, amène une équipe, ils vont la faire. Si le Aaron n'est pas à sa place, alors il faut que des gens fassent le travail. Alors que les habits du Kohen et du Kohen Gadol, celui qui n'avait pas comme il faut les habits, il était passible de mort quand il faisait un service pas comme il faut. Donc on surveillait, qu'il n'y ait pas, par exemple, un moustique entre sa peau et la chemise. Ou alors, quand il y a du vent, parce qu'en plus c'est en plein air, il ne fallait pas qu'il y ait du vent. Il fallait que la chemise soit proche de lui. Elle adhère à son corps. Ça ne doit pas être flotté au vent. D'accord? Et donc, chaque Kohen, et le Kohen Gadol a la plus forte raison, il devait passer en revue avant de rentrer dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, on devait le vérifier s'il était réglementaire. Mais on le confectionnait. Si t'es pas... Ben, il y avait des tailles. On confectionnait pas, il y avait des tailles. Mais pourquoi c'est... Monsieur, vous faites du combien? Vous faites du 37? Allez hop, numéro 4, bureau numéro 4, vous avez trouvé du 37. Et pourquoi c'était... Le gros, il allait numéro 5. Comme quand vous allez chez Bagui ou chez un tailleur, monsieur, vous êtes quoi? Attendez, tac, allez, 38. Josiane, s'il vous plaît. Il a besoin du 38, ce monsieur. Faites-le monter au premier étage. Pourquoi, Rav, c'est tellement important que ce soit comme ça Parce qu'un individu ne peut pas vivre sans sa marchava dibur maaseh ou sans son effet shouar neshama, c'est impossible. Le ratson et le makif, le ratson et le ta'anoug, c'est au-dessus. Alors alors on va te dire, avec le temps, on va travailler sur ton ratson et ton ta'anoug. Mais tachles, tous les jours, dans la vie, de comment l'homme fonctionne, d'après marchava dibur maaseh, on lui dit, tu comprends rien, pourquoi il faut faire pour lui? Tant pis, c'est pas grave. Écoute la Megillah, va donner les matins le Tavionim, fais le maaseh. Dibour, habitue-toi à dire que des dibourim propres. Marchava, essaie de penser toujours propre. Quand Oui. on peut penser. Pardon? Quand on peut penser. Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une situation tellement basse, que tout le système mondial, il n'est plus au niveau. Il n'y a plus de marchava, il n'y a plus de dibour, il n'y a qu'un degré de maaseh. Parler tous de la même chose, formater les gens de la même façon, il n'y a plus, on pense plus, on parle plus différemment, il faut tous dire les mêmes choses. Ça devient c'est la galoute la plus profonde qu'il puisse y avoir de l'humanité. On a transformé les êtres humains en comme il disait De Gaulle, en veau, ou comme on dit dans la Torah, en gvassim, en agneau. On avait besoin de ça, justement, de descendre. Donc c'est pour ça que, voilà, on te dit, toi, tu dois travailler, Tetzavé arrive, travaille sur ce que tu peux travailler. Marchava dibur maaseh, ça va agir
par la suite sur ton Ratzon et ton Ta'anoug. Agis sur ton Nefesh Ruach Neshama. En ce moment, comme je l'ai dit 3 millions de fois, pendant des millénaires, il y avait un Ruach qui s'appelait l'Avodah Zara. Avodah Zara, le monde entier voulait faire Avodah Zara. Abraham Avinu, il a fait le tikkun de ça. Ça veut dire quoi? Il a travaillé pour qu'un jour ça s'arrête. Pour qu'on ne parle plus d'Avodah Zara. Ça s'est arrêté quand? Après le premier temple. Après le premier Beth Amikdash, il n'y avait plus l'appel à l'Avodah Zara comme avant. Avant, ils étaient fous d'Avodah Zara. N'importe quelle pierre, n'importe quelle étoile, n'importe quelle folie, les gens adoraient. Hein? Voilà, les Égyptiens, ils adoraient l'agneau et le... Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'on a... Le monde marche d'après le Ruach. C'est le Ruach. Donc, qu'est-ce qui se passe? 6 mois. Donc maintenant, aujourd'hui, après il y a eu le roi du christianisme, qui a fait des ravages, qui a converti des millions et des millions de gens. Rome, il y avait un appel. Des fois, tu dis, qu'est-ce qu'il y a de si intelligent là-dedans? C'est-à-dire qu'il y avait un roi. Quand il y a un roi, tu ne discutes pas. Tu peux pas dire pourquoi ou comment. Il y a un appel. Après, il y a eu le bolchevisme. Il y avait un roi qui a envahi l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, partout. Aujourd'hui, résumons-nous, il y a le roi du Corona. C'est un roi. C'est un roi, ça veut dire tout le monde parle de ça, tout le monde pense à ça, tout le monde vit de ça. Donc c'est pour ça que toi, individu, un juif qui a un peu conscience qu'il y a quelque chose de bizarre, alors il doit justement dire, oh là, mon nefesh, il est en bas, mais mon roi, il doit s'élever. Et donc quand le roi s'élève, eh ben, il n'accepte pas les rois faux, les rois fous. Il s'élève. Mais celui qui est toujours au niveau du nefesh, tout roi qui arrive, il l'avale. Donc on te dit, travaille, nefesh, roi, neshama, marshava, dibur maaseh, travaille pour avoir des habits convenables pour le service de Dieu, pour avoir d'attaché. On n'aurait jamais imaginé que le Cohen, il arrive, bah tu sais quoi, j'ai amené une chemise de la maison parce que le chalouk, ça me dérange, j'aime pas ce chalouk, c'est du lin, ça me gratte et tout. J'ai amené mon pyjama de la maison, je me mets dessus. Le général, au Beth Amikdash, il dit, monsieur, va-t'en tout de suite, rentre chez toi, tu n'es pas fait pour travailler. Ça veut dire que quand on fait Avodat Hashem, tu ne peux pas te permettre de venir avec n'importe quel levushim. J'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, monsieur, si tu veux nettoyer ton nefesh ruach neshama, tu dois faire ce que la Torah et les Haramim t'ont dit de faire. Si c'est pas comme ça, tu crois que tu sers Dieu, mais tu ne sers rien du tout. Tu es en train de te mettre en danger, au contraire. Comme le Cohen. Le Cohen, on vérifie en plus où il met les pieds. Il ne fallait pas que par terre ce soit quelque chose entre lui et les pieds. Donc il fallait faire très attention. Il fallait qu'il soit très propre. S'il n'était pas propre, la crasse. Il y a des gens, ils étaient, comme on dit à Louis XIV, ils étaient tellement sales qu'on prenait un râteau de jardinier pour lui gratter la crasse du dos. Ben oui, il ne s'est jamais lavé, le mec. Il s'est lavé 3 fois. Une fois, il est tombé à Versailles, tombé dans l'eau. Sinon, c'était tout le temps parfum. Parce que vous savez pourquoi? Parce que
le rouar du Haut Moyen-Âge, non, le rouar du Haut Moyen-Âge, c'est que l'eau, comme les Romains, les Grecs, les Juifs, l'eau, ça purifie, c'est bien l'eau. Allez, lavez-vous, c'est formidable. Tout le judaïsme, tout l'Empire romain, les Grecs, tous ces pays, toutes ces civilisations-là, l'eau, c'est purificateur. C'est pas seulement la purification, c'est la propreté. Ah, on est autre quand on a de l'eau. Les Romains, ils passaient leur temps dans les bains. Donc jusqu'en haut du Moyen-Âge, l'eau, c'était waouh! Il faut de l'eau, c'est magnifique. Après est venu l'ère où des docteurs et les charlatans qu'il y a eu, ils ont dit, ah! L'eau, c'est mauvais, ça donne des maladies, ça donne des boutons, ça donne. Ne fréquentez pas l'eau. Et donc les gens sont habitués. Et donc quand le roi Louis XIV et tous les gens étaient sales, mais ils puaient tellement. Je vous dis, il y avait des gens qui venaient lui enlever la crasse. Ils puaient. Donc comment ils enlevaient la puanteur? Par des parfums, et des parfums, et des parfums, et des parfums. D'accord? Donc pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que quand il y a un rouar dans le monde, votre rouar à vous doit savoir s'il va se battre contre ça ou s'il va dire « Oui, c'est bon, oui, c'est bon ». Quand il y a eu le rouar du sionisme, d'accord? Le rouar du sionisme, ça a réveillé le Ham Israël, d'accord? Et surtout après la guerre, ils ont voulu Médina, etc., etc. Vous voyez bien qu'il y a eu tous les juifs, quels qu'ils soient, ils ont été confrontés à ce roi. Il y a ceux qui ont dit ouais, et il y a eu ceux qui ont dit non, c'est pas bon. Mais personne n'a été neutre. Personne n'a dit waouh, je m'en fous. Sionisme, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma tasse de thé. Tout le monde s'est positionné vis-à-vis de ça. Ça veut dire que quand il y a un roi, vous ne pouvez pas y échapper. Vous êtes obligé de vous positionner, de déclencher votre propre roi. Et donc pour pouvoir avoir un effet, un roi, une échama, comme il faut avoir des levushim comme il faut, c'est-à-dire une marchava, un dibour et un maasé. Que fait le monde aujourd'hui? Il formate. On vous formate. Il faut penser comme ça. Non, il faut dire comme ça. Il faut. Non. Si vous osez dire que vous n'êtes pas pour l'homosexualité, on fait un procès en France. Vous êtes un homophobe. Non. Vous dites Obama, je ne peux pas le voir, parce qu'il est noir. C'est un raciste. Non, j'ai pas la télé, j'ai jamais vu sa tête. Je ne savais pas qu'il était noir. Hein? Mais non, il faut être pour les noirs, parce qu'il est noir. Alors parce que c'est un salopard ou un bandit, je dois dire bravo, parce qu'il est noir. Et si je ne veux pas dire qu'il est bien, parce qu'il est noir, il faut dire qu'il est bien. Oui, c'est un roi. Oi va voy, malheur à vous, si vous n'allez pas dans le roi que le monde veut vous imposer. Donc soit vous pouvez très bien vous couper, si vous vous coupez de ça, très bien, vous êtes bien. Mais si vous rentrez là-dedans, il faut avoir les reins solides. Et encore, comme vous avez dit, c'est pas tout le monde qui garde une marchava. Il y a plus de marche. Les gens ne pensent plus. On n'a plus le droit de penser. Si vous pensez, vous êtes... c'est exactement comme vous avez dit le bolchevisme. C'était quoi le bolchevisme? C'est qu'on prenait les gens qui ne disaient pas exactement comme Staline, et on ne les envoyait pas en Sibérie directement. On les asseyait et on leur disait tu dois faire ton autocritique. Ah oui. Tu dois faire ton autocritique. Reconnais que tu t'es trompé. Tu as dit du mal du parti. Tu as dit du mal du patron. Tu as dit du mal du Marx. Tu as dit du mal. Tu dois faire ton autocritique. Donc maintenant, on vous dit la même chose. Vous osez parler de mal, de n'importe quoi, hein, de ce qu'il y a au roi. Ouais.
on vous dit, tu fais ton autocritique. Donc c'est la dernière phase, on espère, avant la vie de Mashiach. Mais on est tous là-dedans aujourd'hui, parce que tout le monde parle d'une façon positive ou d'une façon négative, on est tous là en train de dire « Ah, j'ai écouté ça, on m'a dit ça, j'ai regardé ça... » Il y a un roi où Non, mais Non, le mieux c'est... le roi, c'est impossible. Ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. parce que vous avez décidé que votre roi, vous allez le neutraliser, vous allez l'occuper à autre chose. Vous allez l'occuper à la halakha, à la Torah, aux bonnes choses. Voilà, c'est un acte anti-roi. Vous allez contre le roi du moment. Oui, Mais c'est en vérité vis-à-vis du roi que vous battez. Et vous avez raison. Et celui qui ne fait pas ça, eh ben, il est absorbé. Donc c'est pour ça qu'on te dit, il ne suffit pas pour pouvoir travailler sur ses forces makifimes, Tanouk Veratson, comment tu veux changer ton Ratson et ton Tanouk? Tu ne peux pas le faire comme ça directement. Tu es obligé de le faire par le travail sur les habits. Avoir d'abord des habits adaptés. C'est pour ça que quand tu rentres dans la Gemara ou dans la Halakha, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des règles. Des règles différentes dans chaque chose, il y a des règles. Comme il y a des règles dans le football, il y a des règles dans la cuisine, dans tout il y a des règles. Donc toi, tu dois acquérir des règles dans la marshava, et automatiquement, ton dibour va être fonction de ta marshava, et ton maasé va être en fonction de conséquences de marshava dibour. Marshava dibour. Et c'est le travail qu'on a à faire dans Tetzavé. Et c'est pour ça que c'est relié avec Purim, parce que tout le monde va faire... tout le monde a Purim le 15. Nous, on le fait concrètement. Ailleurs, ils ne le font pas, ils l'ont déjà fini. Mais ça s'appelle Shushan Purim. Tout le monde entier, il fête quand même Purim le même jour, même si on n'a pas les mêmes halachot le 14 et le 15. Mais donc, tout le monde est lié avec Purim. Et qu'est-ce que c'était Purim? C'était justement, c'est que les Bnei Israël, là-bas en Perse, il y en a qui ont plongé dans le système d'Achashverosh, ils ont dit, ça racole. C'est vrai, il n'y a pas de Géoula. J'entends ça quand tu parles. Il n'y a pas de Géoula. Et après, voilà, c'est lui qui dit, je suis le pape. C'est moi le Kohen Gadol maintenant. Donc il y en a quelques-uns qui ont dit, allez, voilà, il y a là, c'est fini. Donc leur marshava, alors qu'ils avaient connu le Beth Amikdash, pour beaucoup. Ils avaient vu le Beth Amikdash, le premier. C'est pas comme nous, qui n'avons jamais rien vu. On est les enfants de la galoute depuis 2000 ans. C'est bizarre quand même. Ouais. Ça veut dire que le fait d'arrêter de travailler ta marshava d'Ibro Maasé dans le Kodesh, eh ben, tu te dévies très vite. Et comment ils ont pu dévier très vite? Parce que Nabuchodonosor et Achashverosh par la suite, ils ont travaillé sur leur Tanoug et Ratson. Ils leur ont offert tous les plaisirs du monde qu'ils n'avaient pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y avait des règles, on sentait la kedusha dans les fruits, dans tout. Là-bas, c'était libération des mœurs. Libérons-nous. Arrêtons de croire qu'il y a des interdits. La preuve, c'est que ils ont lâché la cacheroute, lâché le Shabbat, lâché les mariages mixtes. Il y a eu de plus en plus de mariages mixtes. C'est pour ça que Ezra, il a beaucoup de mal à faire le contrepoids. Quand ils ont fait le retour. Ça veut dire que c'était dans une situation très, très, très assimilée. Et comment ça va, là? Comment ça marche, l'assimilation? C'est pas parce que... quand c'est une assimilation, quand c'est une méchanceté, comme Hitler ou Staline, les gens, ils s'éloignent, ils disent « Oh là là, c'est pas pour nous, ça !» Mais quand c'est avenant, gentil, allons-y, mangeons ensemble. Quand on touche le ta'anoug. Voilà, le ta'anoug, on t'a réveillé les plaisirs. Et donc tu dis, mais attends, mais je suis fou.
que je vais me casser la tête à... Ils mangent tout ce qu'ils veulent, et nous on est obligé de manger que du poulet ou que du bœuf. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient, et donc c'était l'assimilation de la Perse. Elle était plus dangereuse que les problèmes qu'il y a eu avec Rome. Parce que Rome, ils étaient méchants. Hein? Les Romains, ils étaient méchants. Mais les Perses, ils étaient... Allez, allons-y. Il y avait que des Taanugim qui s'offraient à eux, et donc, tac, ils ont basculé. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps, on te dit quand t'arrives Pourim, c'est Parshat Tetzavé, il faut tout le temps surveiller que ta marshava dibour massé soit dans la direction, dans la kavana que Dieu y veut, sinon tu vas à tous les esprits, tous les rouchot qu'il y a, mobilisés par tous les Tanugim qu'on te présente. Voilà. Donc si Dieu veut, nous nous retrouverons au Beth Amikdash avant Pourim. Sinon, lundi prochain, nous irons en direction de Pessah. Ah, déjà, ouais. Merci de votre attention.